sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1. À la semaine prochaine, je vous laisse avec Guillaume Lariche pour Europe 1 Soir Week-end. Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Guillaume Lariche. Europe 1 Soir Week-end, bonsoir à tous, soyez les bienvenus en ce dimanche de Pentecôte. Durant cette heure d'information, vous retrouverez Julien Vignali et son invité Ariel Dombal pour la sortie de son nouvel album iconique. Ce sera aux alentours de 18h50. Auparavant, dans Ça fait débat, nous décrypterons ensemble l'actualité avec Emmanuel Voguet, consultant en communication, et Bernard Cohen-Haddad, président Île-de-France de la Confédération des petites et moyennes entreprises. À 18h15, l'invité politique d'Europe 1 Soir Week-end sera Geoffroy Boulard, maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Et à 68 jours des Jeux Olympiques, nous parlerons des services publics où la grève est un moyen d'obtenir de meilleures primes. Mais pour le moment sur Europe 1, précisément 18h, l'heure de retrouver votre journal. Demain, cela fera une semaine que les émeutes ont débuté en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, les gendarmes ont repris la route entre Nouméa et l'aéroport international. Plus de 70 barrages détruits. Dans quelques instants, nous ferons le point avec la colonelle Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie nationale. Après avoir eu les pieds dans l'eau, les villes de l'Est de la France touchées par les crues depuis 2 jours maintenant observent un retour progressif à la normale. Dans votre journal également, un dimanche de sport aussi avec la dernière journée du championnat de France de foot de Ligue 1. Nous ferons le point sur les derniers enjeux. Tous les matchs démarrent ce soir à 21h et puis la tendance météo pour finir avec vous, Anthony Kazmarek. Eh bien demain encore de l'instabilité, c'est-à-dire des averses parfois orageuses quasiment partout et surtout dans l'après-midi, sauf en bord de Manche, dans la vallée du Rhône et en Lorraine. Bonne nouvelle sur le front des crues en Moselle. Les températures 16 à 24 degrés. Météo complète à la fin du journal. Europe 1. Un dimanche de grand ménage en Nouvelle-Calédonie. Pour permettre au trafic routier de reprendre, il faut nettoyer les voies. Les forces de l'ordre avancent par étapes, à commencer par cet axe entre Nouméa et l'aéroport international. Écoutez Sonia Lagarde, la maire de Nouméa. Sur cette route entre Nouméa et l'aéroport, qui fait une 50aine de kilomètres, il n'y a pas moins de 60 barrages, voire plus. Donc ils ont été transpercés. Mais tous les détritus qui étaient sur les barrages, tout ce qu'ils avaient mis, les pneus brûlés, les carcasses de voitures, il faut évacuer tout ça. Et donc évacuer tout ça, ça nécessitera 4-5 jours, voire peut-être un peu plus. Tellement les dégâts sont considérables. Et d'autre part, l'armée va faire son travail de dégagement des voies. Les déchets qui sont au bord des routes aujourd'hui, il faut les dégager parce que sinon les émeutiers vont revenir, vont refaire des barrages. Donc la situation elle est extrêmement compliquée. La maire de Nouméa, Sonia Lagarde, interrogée pour Europe 1 par Geoffrey Branger. En Nouvelle-Calédonie, l'État tente de rétablir l'ordre républicain sur le territoire. Et dans Europe 1 Soir Week-end, la colonelle Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie, est avec nous. Bonsoir colonelle. Bonsoir. Merci de répondre aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. C'est le milieu de la nuit, là-bas en Nouvelle-Calédonie, 18 000 km de chez nous à Paris. Les gendarmes ont commencé à déblayer la route entre Nouméa et l'aéroport international. Comment s'est déroulée la journée de dimanche et quelles seront les actions de la gendarmerie demain, lundi ? Alors la gendarmerie a plusieurs actions, vous l'avez dit, on a des actions de libération des axes. Donc l'objectif c'est de viabiliser cet axe pour pouvoir permettre l'acheminement de l'alimentation, des médicaments, voilà. Donc ça c'est un premier objectif. Cette nuit, donc pour nous, on a eu 76 barrages qui ont été libérés et donc on continue cette action. L'objectif c'est de tenir le terrain et de continuer de harceler justement les personnes qui tiennent ces barrages. Et nous avons également une action en termes de police judiciaire, en termes de dialogue aussi avec nos populations, avec nos élus, avec toutes les personnes qui sont présentes sur place pour retrouver un retour au calme. Alors colonel, vous le dites, 76 barrages donc enlevés, délocalisés. Enfin, vous avez donc pris les grues pour pouvoir enlever ces carcasses de voitures. Pourtant, certains émeutiers ont déjà commencé à remettre des barrages derrière vous. C'est pour ça qu'on continue, c'est pour ça qu'on ne lâche pas le terrain et qu'on est très présent. L'objectif justement, c'est de refaire des opérations jusqu'à ce qu'on puisse libérer tous ces barrages. Et effectivement, il peut y avoir certains barrages qui se reconstituent. On a un gros travail de coordination à mener puisque vous avez des véhicules blindés qui vont libérer les axes et qui vont pousser ces barrages. Et il y a aussi ensuite une action qui doit être menée pour retirer tout ce matériel qui sert au barrage pour empêcher qu'il se reconstitue. Colonel Pesant, on parle justement de harceler les émeutiers. Pourquoi ce mot-là ?
Alors c'est un terme qu'on utilise nous, force de sécurité intérieure, harceler, c'est-à-dire répéter plusieurs fois des actions de manière à ce qu'on puisse atteindre notre objectif qui est de viabiliser cet axe, de retrouver du calme et de permettre l'acheminement de tous les moyens dont on a besoin. Alors vous le dites, effectivement, entre Nouméa et l'aéroport, c'est une artère très très importante. Elle permet notamment d'assurer la vie locale, de la continuité de la vie locale. Actuellement, ce sont les hélicoptères qui sont utilisés pour pouvoir approvisionner certains hôpitaux et puis également les EHPAD aussi en médicaments. Ça peut durer combien de temps ce système encore ? C'est complexe de vous donner un délai parce que on procède par étapes, par priorité. Donc on a la première priorité qui est de permettre à l'alimentation de venir. Ensuite on a une priorité de protection des populations, bien sûr, des biens. Donc on a beaucoup d'actions à mener. Je peux pas vous donner un délai, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que les policiers, les gendarmes qui sont engagés vraiment de manière très intense et jour et nuit pour pouvoir atteindre cet objectif de retour au calme. Le problème de la gendarmerie sur place sur l'archipel, ce sont les armes. Il y en a des dizaines de milliers. Comment vous allez faire ? Puisque là, vous vous battez face à des gens armés. On a différentes actions. Il ne faut pas oublier qu'on est militaires, les gendarmes, donc on est aussi préparés dans notre formation à agir sous le feu. Donc on identifie. C'est pour ça en fait qu'on a plusieurs missions. On a cette mission de rétablissement de l'ordre qu'on peut voir, qui est très visible justement dans les médias. On a aussi le côté judiciaire qui est important, identifier où on trouve des armes, interpeller les personnes justement qui ont commis des infractions et éliminer petit à petit toutes les armes qu'on va pouvoir identifier. Et donc cet objectif-là fait partie aussi de notre travail sur le terrain. On est vraiment formé pour cela. Colonel Pesan, porte-parole de la gendarmerie, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Merci à vous. Et en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes s'opposent à une réforme du corps électoral de l'archipel qui permettrait notamment aux personnes présentes sur l'île depuis plus de 10 ans de voter. Suite à ces 6 jours de violence où 6 personnes ont perdu la vie, les présidents des régions Réunion, Guadeloupe, Martinique et de la collectivité de Guyane ont demandé le retrait immédiat de la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Europe 1 Soir Week-end, 18h06. Et dans la suite de votre journal, nous parlerons dans quelques instants des inondations dans l'Est. Mais ça tend à s'améliorer. Bonne nouvelle, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. Gamme professionnelle Citroën. 100 ans de passion avec les pros. Mon Citroën Berlingo, qu'il est pro, qu'il est beau. Avec son nouveau design et ses sièges Advance Comfort, je me sens bien avec lui. Nouveau Citroën Berlingo Van. Tout nouveau, tout beau, très beau. À partir de 199 € hors taxe par mois. Existe aussi en version électrique. Électrique. Citroën. Crédit bail 60 mois, 100 000 km, premier loyer de 5 365 € hors taxe, offre professionnelle jusqu'au 31 mai si acceptation crédit par, maintenance avec garantie, assistance 5 ans incluse, détails sur citroën.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elles sont à 2,48 €. Les pommes de terre ? Eh oui, dès demain, les pommes de terre à chair ferme blanche en sachet de 2,5 kg sont à 2,48 €. 99 centimes le kilo. On est mal. Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Jusqu'au 9 juin, tentez de gagner vos places avec l'appli Lidl+. Catégorie 1, consommation vapeur sautée salade, calibre 35-55, diverses variétés, traitement antigerminatif après récolte, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Europe 1 Soir Week-end, 18h-19h, Guillaume Lariche. 18h07, Europe 1 Soir Week-end, direction l'Est de la France où après 48 heures de crue, un retour progressif à la normale est en cours, mais la prudence reste de mise. Les vigilances oranges viennent d'être levées sur l'ensemble des départements, l'équivalent d'un mois d'averse en 24 heures seulement dans le secteur. Forcément, ça déborde dans certaines rivières qui tardent à regagner leur lit. Dans les maisons inondées, le nettoyage a commencé, mais les habitants gardent un œil inquiet sur le ciel, comme a pu le constater notre correspondante dans le Grand Est, Tatiana Geiselman. Une éponge dans une main, un seau dans l'autre, Jean-Marie vient de finir de nettoyer la cuisine d'appoint du rez-de-chaussée de sa maison. Sur le buffet en bois, les traces d'inondation restent malgré tout encore bien visibles. Vous voyez là le blanc. Là, en plus la pente n'est pas bonne, donc toute l'eau était là. Donc ça fait un peu plus de 50 cm. Même s'il avait surélevé toutes les affaires qui traînaient au sol, impossible de sauver l'électroménager. Tout ça, ça va être viré, on est obligé. Le problème, les prises de courant étaient dans l'eau, c'est ça le bazar. Les gazinières, ça a été dans l'eau, la machine à laver, on va tout foutre en l'air. Chez Sylviane, pas de dégâts dans la maison, mais son jardin est un vrai marécage. Ça a inondé mon jardin. Oh là, ça fait des trous partout, il y a plein d'eau. C'est un lac. Même en bas, là, c'est des lacs partout. Des lacs à la place des champs dans lesquels les blés et le colza avaient commencé à pousser, mais
qui sont désormais gorgées d'eau et il en fallait de l'eau, mais là, c'est abusé. Donc là, ça commence à s'améliorer, mais comme je dis, il faut que ça reste comme ça, quoi. Et si Vigicru assure que les pluies des prochains jours ne devraient plus faire remonter les cours d'eau, Sabrina scrute quand même le ciel avec inquiétude. Thibaut Ménil, Tatiana Geiselman, Europe 1. Et j'ajoute que la Moselle est toujours en vigilance crue orange. Europe 1 Soir Week-end. Dans la bande de Gaza, 800 000 Palestiniens ont fui Rafah, au sud de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne poursuit, elle, ses opérations contre le Hamas. Tant que Tsahal occupe le terrain, cela permet au Premier ministre israélien de gagner du temps, avant peut-être de devoir quitter ses fonctions, voire, qui sait, d'aller en prison pour ses actes. Dans Europe 1 Midi Week-end, Cédric Chasseur recevait le géopolitologue Frédéric Ancel. Moi, je pense que Netanyahou ne tiendra pas. Il a vraiment trop de monde contre lui, y compris en Israël. Pour moi, c'est une question de quelques mois. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, il n'y a pas pour l'instant chez Netanyahou de perception du jour d'après. Et sur le plan stratégique, la plupart des Israéliens, je dis la plupart, c'est entre 70 et 80%, des sondés dans les enquêtes d'opinion, considèrent que c'est énorme, surtout pour un pays en guerre, qu'il n'a pas, non seulement qu'il est responsable de l'impéritie qui a mené à la catastrophe du 7 octobre, mais qu'en plus de ça, il n'a pas, ce qui n'est pas faux, rempli tous les objectifs qu'il s'était assignés dans la guerre contre le Hamas. L'actualité internationale, c'est aussi le crash de l'hélicoptère transportant le président iranien. Cela s'est passé dans le nord de l'Iran. Ebrahim Raisi reste introuvable pour le moment. Le brouillard rend très difficile les recherches par les secours. Europe 1 Soir Week-end avec la 34e et dernière journée de Ligue 1 de football. Si le Paris Saint-Germain est champion et que Monaco est assuré de jouer la prochaine Ligue des Champions, il y a encore des coups à jouer ce soir pour les clubs. 9 matchs au programme à partir de 21h. Suspense en bas du classement pour le maintien, mais aussi en haut du classement pour les places européennes. Cyril de la Morinerie. Oui, on suivra la lutte à distance pour la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Lille et Brest sont à égalité. Les Lillois ont un adversaire de poids, à savoir Nice, le 5e. Brest se déplace à Toulouse, qui n'a plus rien à jouer. L'entraîneur brestois Eric Roy espère terminer la saison en beauté. On a l'ambition, comme tous les matchs, de se présenter sur la pelouse du stadium pour effectivement le gagner, quoi. Après, Toulouse est une équipe qui est en forme. Lens, Lyon et dans une moindre mesure Marseille peuvent également se qualifier pour la Coupe d'Europe, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Les Lensois affrontent Montpellier, Lyon qui termine sa saison en boulet de canon accueille Strasbourg et l'OM se déplace au Havre. En bas de tableau, Metz espère terminer au moins barragiste, mais les Grenats affrontent le PSG. La tâche s'annonce compliquée, reconnaît l'entraîneur messin Laszlo Bologna. On est conscient que Paris Saint-Germain c'est un autre monde et il faut être costaud. Et il reste une chance infime à Lorient, le 17e de Ligue 1 qui affronte le dernier Clermont, de se maintenir. 9 matchs ce soir à partir de 21h, dont Metz, Paris Saint-Germain, Lorient, Clermont ou encore Toulouse-Brest. Les sports, c'est aussi la Formule 1. Max Verstappen a remporté cet après-midi le Grand Prix d'Émilie-Romagne en Italie. C'est son 5e succès sur les 7 courses disputées depuis ce début de saison. D'ailleurs, de l'orange demain dans le sens des retours de votre week-end de Pentecôte. On change de bitume. Circulation difficile en particulier sur les autoroutes de l'arc méditerranéen à 7 et à 9. Pareil pour l'ouest du pays à 63, national 165. Vers l'Île-de-France, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6 dès la fin de matinée. Pour éviter les bouchons, demain en région parisienne, il faudra arriver ou traverser le Grand Paris avant 14h, comme le conseille ce fameux bison futé. Après l'état des routes, celui du ciel, avec vous, Anthony Kaczmarek, mais encore un temps bien agité pour demain. Oui, et ça va commencer dès le réveil sur un large quart sud-ouest en allant jusqu'au Poitou-Charentes et au Limousin, avec un ciel gris et déjà de fréquentes averses, parfois orageuses. Même chose sur le sud de la Corse, mais partout ailleurs, ce sera très calme et plutôt ensoleillé, avec quelques passages nuageux, peut-être quelques brumes ou quelques brouillards de la Normandie jusqu'au Hauts-de-France. Et puis dans l'après-midi, comme les jours précédents, ça va recommencer avec de l'instabilité et de fréquentes averses orageuses qui vont se déclencher un peu partout de manière aléatoire, mais prudence, ces orages seront localement violents, notamment sur la Bourgogne, l'Auvergne, le centre avec un risque de grêle, et puis entre la Gironde, les Charentes et la Vendée, où là c'est plutôt la pluie qui inquiète sous ces fortes cellules orageuses. Quelques zones y échapperont quand même, à nouveau les côtes de la Manche, grâce aux brises, au vent qui va souffler et qui permettra au soleil de briller. La vallée du Rhône également, beau soleil demain, ce sera sec mais nuageux entre le Languedoc-Roussillon et la Côte d'Azur. Pas encore ça, où là il y aura aussi des orages. Et puis la bonne nouvelle, c'est que la Lorraine devrait sans doute rester au sec demain avec de belles éclaircies, ce qui devrait encore favoriser la décrue sur la Moselle qui reste en vigilance orange. Les températures demain,
2 saisons au réveil, souvent entre 6 et 17 degrés. Et dans l'après-midi, vous aurez 16 à Tarbes, 17 à Bordeaux. Là, c'est un petit peu juste, 19 à Toulouse. Mais 21 degrés à Toulon et à Bourges, 22 à Lille et à Marseille, là c'est plutôt doux. 23 à Paris et Strasbourg, 24 pour Grenoble et pour Ajaccio. Et mardi sera une journée à surveiller particulièrement, je crois. Oui, et notamment dans le nord-est, puisqu'à nouveau, on va avoir une dépression sur l'Allemagne qui va donc nous envoyer des pluies soutenues malheureusement sur les régions déjà inondées. Donc d'ores et déjà vigilance. Partout ailleurs, il y aura encore beaucoup d'averses, parfois orageuses. Et les températures vont baisser mardi. Entre mercredi et jeudi, il y aura toujours des averses. S'il y a une amélioration, elle ne devrait arriver qu'à partir de vendredi ou samedi. Merci Anthony Kazmarek pour ces bulletins météo. Merci à vous d'écouter Europe 1 Soir Week-end, bientôt 18h15. Dans quelques instants, vous retrouverez l'interview politique. Geoffroy Boulard, maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris, répondra aux questions d'Europe 1 sur les élections européennes, notamment. À tout de suite. Bonjour, c'est Pascal Praud. Désormais, je vous donne 2 rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord avec l'heure des pros de 9h à 9h30 en codiffusion avec CNews et ensuite de 11h à 13h pour vous donner la parole. Pascal Praud et vous. Bonjour Pascal, bonjour Europe 1. La justice ne donne pas les moyens et la justice ne fait plus peur. Parce que ce qui compte, c'est vous. Merci beaucoup, votre émission fait du bien à beaucoup de gens en tout cas, je tenais à vous le dire. Je compte sur vous maintenant pour 2 rendez-vous par jour de 9h à 9h30 et toujours de 11h à 13h. À demain sur Europe 1. Mission décarbonation avec EDF. Comment les entreprises s'inscrivent dans une démarche de décarbonation? Georgina Grenon, directrice excellence environnementale pour Paris 2024, nous explique comment EDF contribue à des jeux plus responsables. Grâce à EDF, c'est la première fois qu'un événement de cette ampleur sera alimenté en électricité 100% renouvelable et tracée. Avec Paris 2024, ça devient possible et c'est aussi un héritage de jeu. À bientôt dans Mission décarbonation avec EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur edf.fr/Paris 2024. 17h56. 17h58. L'enfer, le périph'. 18h. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Europe 1 Soir Week-end. 18h, 19h. Guillaume Lariche. Europe 1 Soir Week-end, 18h16 et notre invité politique en ce dimanche soir de Pentecôte, Geoffroy Boulard. Bonsoir Monsieur Boulard, vous êtes maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris et vous êtes aussi vice-président de la métropole du Grand Paris. Bonsoir. Bonjour Guillaume Lariche. Plus que 3 semaines avant les élections européennes, 3 semaines pour gagner le cœur des Français et surtout qui leur bulletin dans l'urne. La tête de liste du parti Les Républicains, François-Xavier Bellamy, est crédité de 6 à 8%. C'est 2 fois moins que le parti de la majorité présidentielle. Alors si chez Renaissance, les soutiens de Valérie Ayé s'inquiètent de la montée du socialiste Raphaël Glucksmann, je voulais savoir, chez LR, on s'inquiète de quoi, de qui ? Écoutez, on ne s'inquiète pas, on est d'abord pleinement dans la campagne, puisqu'on est dans la dernière ligne droite, et aujourd'hui la tête de liste, François-Xavier Bellamy, mène une belle campagne. C'est vrai que depuis sa prise de position à Sciences Po, pour montrer qu'il n'était pas normal que les étudiants ne puissent pas étudier à Sciences Po, c'est vrai qu'on note une dynamique plutôt positive. Il faudra encore qu'elle soit convertie dans les sondages, mais sur le terrain, les échos sont positifs. La candidature de François-Xavier Bellamy, c'est d'abord une candidature sérieuse, de conviction. C'est quelqu'un qui a un bilan, puisqu'il a été au Parlement européen, qu'il a fait un travail pendant 6 ans, on l'a entendu. Il avait d'ailleurs interpellé le président de la République. C'est quelqu'un qui a des convictions et c'est vrai que sur le terrain, sa candidature, en tout cas, elle est plutôt reconnue. Maintenant, l'enjeu, c'est évidemment de passer un cap. On avait fait 8% déjà la dernière fois. Il faut évidemment qu'on puisse faire davantage sur cette élection, fort de l'expérience qu'on a acquis au Parlement européen. Alors c'est justement, il y a quoi comme degré au niveau du contentement? À 8, ça va, ça passe. À 10, on est très heureux, ou ça va jusqu'à où, comme ça, au niveau des sondages, de ce que vous aimeriez obtenir comme point? Chaque élection est différente. Le contexte de 2024 n'est pas celui de 2019. Mais aujourd'hui, les Républicains sont une force importante de la vie politique. Donc, il est évident qu'on souhaite évidemment le meilleur et qu'on souhaite évidemment faire davantage qu'à la dernière élection. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi les idées. Et c'est vrai que cette campagne aujourd'hui, elle est
illustré par des personnalités. L'illustration, c'est Jordan Bardella qui caracole en tête, mais qui incarne un nouvel en même temps populiste, sans aucune prise de parole. On est sur l'image. Et ça ne fait qu'augmenter, à mon avis, le désamour des Français pour l'Union européenne, alors qu'il y a des sujets très importants sur la maîtrise de l'immigration, sur les valeurs de la République au cœur de notre pacte républicain, et évidemment les questions de défense européenne, les questions d'agriculture. Il y a mais on pourrait aussi citer des sujets d'éducation ou de santé. Enfin, je veux dire, les élections européennes du 9 juin, ce sont des élections importantes. Et vous voyez, on a inauguré dans le 17e arrondissement une infrastructure transport. Elle avait été cofinancée par l'Union européenne. On en parlera des transports avec la grève qui arrive justement mardi dans la SNCF. Juste par rapport à Jordan Bardella que vous avez évoqué, tous les sondages montrent que l'extrême droite a plié le match quasiment. Comment arrivez-vous encore à convaincre vos militants, les Républicains, de toujours croire en la victoire ? Je vous l'ai dit, d'abord une candidature sérieuse, et puis on a des colistiers qui, comme Céline Imar, font une très belle campagne, qui incarne aussi le renouvellement, donc expérience et renouvellement. Et évidemment, les sondages ne sont pas aujourd'hui favorables, mais ce qui compte, c'est d'arriver à point, et on rentre dans la dernière ligne droite. Je suis pas sûr que les Français étaient jusque-là très au fait des enjeux européens, et ils sont très importants. On l'a vu sur la crise agricole, combien le modèle français devait être défendu à la fois à Strasbourg, à la fois à Bruxelles, et donc d'avoir des parlementaires qui font le travail pendant toute une mandature au Parlement européen, c'est très important. Ce que n'a pas fait, par exemple, Jordan Bardella ou d'autres, très, très absents, qui évidemment sont très forts, très avares d'image et de marketing politique, mais enfin sur les idées, au moment où on a besoin d'eux, ils sont pas là. Et la politique, c'est sur le temps long, et on peut compter sur l'équipe de François-Xavier Bellamy et de Céline Imar notamment, qui représente les Républicains alliés aux centristes, pour incarner cette nouvelle manière de faire de la politique. Geoffroy Boulard, en début de semaine, des mains rouges ont été dessinées sur le mur des Justes à Paris, au mémorial de la Shoah. Des tags sur les noms des 3900 hommes et femmes qui ont aidé à sauver des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Comment doivent être sanctionnés pour vous ces actes antisémites ? Tout d'abord, c'est un acte inacceptable. Ces actes sont un affront à la mémoire et aux valeurs de la République. Je rappelle que les Justes parmi les nations, les Justes de France, c'est une fierté collective. Ce sont des hommes, des femmes qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'on honore. Et donc aujourd'hui, salir, j'ai presque envie de dire profaner, dégrader ce mur, c'est évidemment une offense faite aux valeurs républicaines. Donc moi, j'apporte tout mon soutien, toute ma solidarité à la communauté juive. J'entends, mais est-ce qu'il faut vraiment renforcer l'arsenal législatif pour pouvoir condamner ces actes ? Je crois qu'il faut être implacable. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'arsenal législatif à chaque fois qu'il y a un nouveau fait divers ? Appliquons les lois. Notre pays croule sous l'empilement des lois. Je suis sûr qu'on est capable, avec l'arsenal aujourd'hui et les évolutions récentes dans la lutte contre l'antisémitisme ou l'antisionisme, qui est une nouvelle forme d'antisémitisme, je suis sûr qu'on est capable de punir ces actes. Notre société, elle a besoin de commun, et ce commun, c'est notamment une ferme opposition à toutes ces formes d'antisémitisme, d'où qu'elles viennent. Geoffroy Boulard, l'insécurité, on parle dans les rues justement de Paris, mais aussi de France, mais l'insécurité peut aussi être à l'intérieur de son propre domicile. Le collectif Nous Toutes a fait un happening mardi dernier en déposant sur la Seine dans Paris 940 petits bateaux en papier rouge. Chacun portait le nom des victimes de féminicide depuis 2017. Le collectif accuse Emmanuel Macron d'inaction. Vous êtes d'accord ? Alors écoutez, moi je vois juste sur le terrain en tant que maire et dans le 17e arrondissement au cœur de Paris, je vois combien les violences conjugales, que les femmes sont évidemment les premières victimes, et donc je vois aussi cette montée des féminicides. C'est une défaite pour notre société, donc je crois qu'il faut mobiliser tout le monde, il faut des actions concrètes, il faut renforcer les moyens, c'est certain, pour protéger les victimes. Mais il faut aussi former les forces de l'ordre, les juges. Dans le 17e, on a lancé une application, Oumaï, pour permettre notamment aux femmes de se sentir en sécurité dans le dernier kilomètre qui les ramène chez elles, avec un réseau de lieux de sécurité, ce qu'on appelle en anglais des safe places. Ça fonctionne très bien.
Et ça nous permet, nous, collectivités, aussi de travailler avec la police pour identifier, à partir des signalements des femmes qui utilisent cette application, des zones à retravailler ou de mettre des vigilances plus particulières. C'est évidemment soutenir aussi les associations, les initiatives locales et écouter les victimes. Il faudra aussi changer les mentalités, éduquer dès le plus jeune âge sur l'égalité et le respect. La tolérance zéro contre les violences faites aux femmes, c'est pour moi effectivement une priorité. Geoffroy Boulard, maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Il nous reste moins de 2 minutes. J'aimerais vous parler donc des Jeux Olympiques de Paris qui arrivent à 68 jours de la cérémonie d'ouverture et de nombreux services qui vont de leur petite grève pour obtenir des primes. C'est le cas des éboueurs de Paris, mais aussi de la SNCF qui promet une journée noire mardi prochain en Ile-de-France. Un train sur 5 sur certaines lignes RER, ça va être très compliqué. Est-ce que les directions doivent céder ? Écoutez, moi j'ai suivi comme vous les débats cet hiver. Il y avait déjà beaucoup de négociations qui avaient été lancées. Pour moi, c'était réglé. Donc il y a une surenchère qu'on voit aujourd'hui à l'approche des Jeux. La grève est un droit, mais pas les blocages. On ne peut pas prendre en otage des salariés, on ne peut pas prendre en otage des parents d'élèves quand il s'agit aussi de grève dans le secteur scolaire. Ces syndicats seront les premiers responsables de l'instauration d'un service minimum. Moi, je pense par exemple à Paris de propreté. Alors, elle s'est arrêtée assez rapidement, la grève à Paris. Mais voilà, on ne peut pas prendre en otage les Parisiens. Mais c'est aussi, on prend en otage l'image de la France dans le monde. La réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques, elle ne peut pas être la variable d'ajustement des négociations entre les collectivités, les institutions de la République et leurs agents. Donc pour vous, la grève de mardi, c'est inadmissible ? Je veux dire, personne ne comprend la légitimité des revendications. Alors, ils utilisent le droit, finalement, de préavis et de grève, mais sur le fondement... La revendication, elle est simple, elle est claire. C'est-à-dire qu'en pesant sur cet événement des Jeux Olympiques, on peut obtenir plus que s'il y avait un autre événement classique. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place depuis plusieurs mois. Je vous l'ai dit, les discussions, elles débutent pas à moins de 90 jours des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est de la surenchère. Moi, je fais appel au patriotisme aussi des syndicats. Je pense à la CGT. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut être patriote. À partir du moment où il y a eu des accords, on revient pas dessus et on n'utilise pas finalement le calendrier pour faire monter les enchères. Voilà, je trouve que c'est pas responsable et c'est pas patriotique. Bon, malheureusement pour mardi, je pense que ça va être plié. Merci beaucoup Geoffroy Boulard, maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Merci à vous. Europe 1 Soir Week-end, 18h-19h, Guillaume Lariche. 18h26, dans moins de 5 minutes, nous débattrons de l'actualité avec Emmanuel Voguet et Bernard Cohen-Haddad. Et à 3 semaines des Européennes ou encore la crise en Nouvelle-Calédonie, autant dire que les sujets ne manquent pas. Juste avant, Théo Grévin nous fera le rappel des titres de l'actualité. Ce sera juste après la musique de Jean-Louis Aubert. Demain sera parfait. À tout de suite sur Europe 1. Bonne soirée. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à 2 balles. Laisse-les là, ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale. Laisse-les aux radios matinales. Je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les 2 pieds dans la glaise. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont en
chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te paradiner, demain sera parfait. Jean-Louis Aubert, demain sera parfait sur Europe 1 Soir Week-end, bientôt 18h30. Avant de débattre dans ce débat avec nos deux débatteurs du soir, eh bien on retrouve Théo Grévin pour le rappel des titres. Bonsoir Théo. La situation s'améliore en Nouvelle-Calédonie. L'opération d'envergure lancée pour dégager la route qui relie Nouméa à l'aéroport international porte ses fruits. Les autorités indiquent que 76 barrages ont été détruits sur cette route. 20 commerces alimentaires ont pu rouvrir. L'Elysée annonce un hommage national aux 2 agents pénitentiaires tués mardi dernier dans l'Eure. Il sera présidé par Emmanuel Macron mercredi à Caen. Mardi dernier, le fourgon de ces 2 agents avait été attaqué par un commando lourdement armé. Le détenu qu'il transportait s'est évadé. Il est toujours activement recherché. À l'étranger, un hélicoptère de la présidence de l'Iran a été impliqué dans un accident dans le nord-ouest du pays. Selon les médias officiels, le président Ebrahim Raïssi est l'un des passagers à bord. La télévision d'État a indiqué qu'un épais brouillard rendait les recherches difficiles. Retour en France et prenez garde, le trafic sera très fortement perturbé mardi pour les trains de banlieue et les RER. C'est la conséquence d'une grève des cheminots à la veille d'une journée de négociation sur les primes perçues pendant les JO. Les lignes les plus touchées seront le RERD et la ligne R du Transilien, avec seulement un train sur 5. Du sport et de la F1, retour aux affaires pour Max Verstappen. Le leader du championnat du monde de Formule 1 a remporté cet après-midi le Grand Prix d'Émilie-Romagne. C'est le 5e succès du Néerlandais cette saison. Et puis du football, dernière journée du championnat de Ligue 1 ce soir. 9 matchs au programme, le PSG est déjà sacré champion. Lens et Lyon se disputeront une place en Ligue Europa Conférence. Le Havre, Metz et Lorient joueront leur maintien. Coup d'envoi du multiplex à 21h. La suite d'Europe 1 Soir Week-end, c'est avec vous Guillaume Lariche. Merci Théo, on vous retrouve à 19h pour votre journal sur Europe 1. Pour le moment, 18h31. Dans moins de 2 minutes, on se retrouve avec nos débatteurs du soir sur Europe 1. Et puis on aura l'occasion de parler ensemble, notamment de la Nouvelle-Calédonie ou encore des Européennes. A tout de suite. Bonjour, c'est Elisabeth Assayag. Les trophées européens de l'avenir, c'est la France qui gagne, celle des idées, celle qui crée des emplois. Chaque année, les trophées européens de l'avenir récompensent les entreprises qui s'engagent dès aujourd'hui pour faire évoluer le monde de demain. Vous êtes auditeur d'Europe 1, alors vous pouvez participer en choisissant le coup de cœur RSE des auditeurs parmi 4 nommés. Les trophées européens de l'avenir. Retrouvez toutes les infos sur les 4 entreprises nommées et le formulaire de vote sur europe1.fr. Vous pouvez faire la différence, alors votez. Gamme professionnelle Citroën. 100 ans de passion avec les pros. Mon Citroën Berlingo, qu'il est pro, qu'il est beau, avec son nouveau design et ses sièges Advance Comfort. Je me sens bien avec lui. Nouveau Citroën Berlingo Van. Tout nouveau, tout beau, très beau. À partir de 199 € hors taxe par mois. Existe aussi en version électrique. Électrique. Citroën. Crédit bail 60 mois, 100 000 km, premier loyer de 5 365 € hors taxe, offre professionnelle jusqu'au 31 mai si acceptation crédit par, maintenance avec garantie, assistance 5 ans incluse, détails sur citroën.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, je suis chez Lidl là et c'est dingue? C'est même dinde patron. Dès demain, il propose la barquette d'1 kilo de filet de dinde à 7,51 € au lieu de 9,89 €. Moins 24% sur la barquette? Tu me prends pour une dinde? Ah pas du tout patron, hein. Et c'est de la volaille française, hein. Eh ben moi je vais te prendre. Tu es? Mal, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Origine France ou né et élevé en France et abattu et transformé en Allemagne. Offre valable jusqu'au 26 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Jusqu'au 3 novembre, au Musée national de l'automobile, découvrez l'exposition De Monaco à Mulhouse, la collection automobile du prince Albert II. Vivez l'histoire d'une passion transmise de génération en génération. Collectionnées pendant plus de 40 ans par le prince Régnier et son fils, ces voitures quittent Monaco pour la première fois. Ne manquez pas cette exposition unique à Mulhouse avec Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 18h, 19h. Guillaume Lariche. Il est 18h33. Soyez les bienvenus dans Ça fait débat si vous venez de nous rejoindre. Et en ce dimanche soir, pour nous éclairer sur l'actualité, Emmanuel Voguet, directeur général de The Progressive Company, mais aussi consultant en communication depuis plus de 20 ans maintenant, auprès d'entreprises publiques et privées. Bonsoir Emmanuel Voguet. Bonsoir Guillaume. Dans le studio Lagardère d'Europe 1 également, j'ai également à mes côtés Bernard Cohen-Haddad, président du cercle de réflexion Think Tank Étienne Marcel, entrepreneur également
actuellement dans l'assurance. Bonsoir Bernard Cohen-Haddad. Bonsoir Guillaume Lariche. Messieurs, je vous propose de commencer par la Nouvelle-Calédonie. Plus de 80% des commerces et entrepôts détruits selon la CCI de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que l'archipel peut-il se relever d'une telle fracture ? Bernard Économiquement, c'est quand même déjà plus de 300 millions à 500 millions de dégâts, une activité économique désastrée, désarmée, complètement mise à bas, sur une économie qui est quand même extrêmement subventiodépendante, il faut le reconnaître. Et puis, si vous me le permettez, Guillaume, la priorité, ça reste toujours la pensée pour les entrepreneurs qui ont tout perdu, leurs collaborateurs qui ne pourront pas travailler, les consommateurs qui vont avoir du mal, on l'a dit tout à l'heure, simplement 20 commerces alimentaires sur Nouméa qui vont pouvoir réouvrir. Sous perfusion. Et puis, une pensée quand même pour les forces de l'ordre, c'est prioritaire, qui ont payé un lourd tribut à ce dérapage, ces émeutes, cette guerre civile qui n'a pas lieu d'être dans la République et quand l'ordre doit être établi. Alors justement, votre regard un petit peu d'économiste, Bernard Cohen-Haddad. Sur place actuellement, là on voit les gendarmes sont en train d'enlever les épaves pour permettre aux routes de circuler. En même temps, certains émeutiers remettent des barrages. Pourtant, qui dit circulation, c'est ça qui permet, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir permettre les flux, les avancées et de nourrir chaque personne sur l'île. Ça peut durer combien de temps encore ce système avant que tout s'écroule ? Est-ce qu'on peut dire justement que tout peut s'écrouler ? Alors tout peut s'écrouler, bien entendu, et il faut surtout que les mobilités, puisqu'il n'y a pas de métro, c'est pas comme chez nous à Paris ou dans nos départements métropolitains, donc il faut effectivement que les accès soient sécurisés, libérés. C'est pour ça que 550 nouveaux gendarmes sont revenus sur place. Il faut libérer, il faut aussi sécuriser les commerces, il faut aussi déblayer l'ensemble des activités qui ont été sinistrées, incendiées, parce qu'elles ont eu des dégâts collatéraux. Et puis il faut aussi faire en sorte que l'ensemble de la logistique d'importation de matières premières et aussi de produits de consommation soit stabilisé. C'est pour ça que le port de Nouméa, qui est quand même le corps central, si vous voulez, de l'activité économique, puisse être sécurisé. C'est le cas actuellement. Il faut le renforcer. Il faut veiller aussi à ce que les commerces, je le redis, soient protégés parce que sans commerce de proximité, il n'y a pas de vie économique. Emmanuel Voguet, je vais avoir une petite question pour vous en tant que communicant dans un petit instant. Juste, cher Bernard Cohen-Haddad, vous qui êtes entrepreneur dans les assurances, est-ce que les assurances vont-elles bien jouer leur rôle ? Écoutez, les assurances vont pouvoir jouer leur rôle quand on est bien assuré. Et s'il y a bien entendu une volonté de l'État de créer un fonds de garantie. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes au moment des Gilets jaunes, au moment des émeutes récentes de l'été 2023, où un certain nombre de risques n'étaient pas couverts, notamment le risque émeute. Là, on est dans le risque émeute, donc il y a des contrats d'assurance professionnels ou privés, parce qu'il y a aussi des appartements, des maisons, des villas qui ont été incendiées, des voitures. Si le risque émeute est pris en considération, ces biens seront garantis et, remboursés. Dans le cas contraire, il faudra l'intervention d'un fonds de garantie spécial. Alors, Emmanuel Voguet, vous, en tant que consultant en communication, l'exécutif peut-il s'engager, selon vous, à faire jouer les assurances ? L'exécutif n'a pas d'autre choix de s'engager parce que vous posiez la question à juste titre, est-ce que tout ça peut tomber, peut s'écrouler ? C'est l'objectif des émeutiers, justement, de faire écrouler tout ça. Et au-delà de ce que Bernard a très bien dit sur les enjeux de la vie locale, des forces vives locales, il y a l'enjeu de la survie de ce territoire dans la République française. L'enjeu de la survie d'une archipel avec une position géostratégique qui est majeure par les temps qui courent et qui oblige l'État à, employer tous les moyens à sa disposition pour maintenir là. Encore une fois, quoi qu'il en coûte, malheureusement, ça revient à la mode, mais c'est impératif pour sauver les intérêts français. Il y a deux enjeux, donc il y a cet enjeu stratégique, et puis il y a l'enjeu naturellement de ne pas faire fuir et de ne pas laisser à l'abandon toute une partie de la communauté qui est la victime de cette histoire et qui ne sait plus comment s'en sortir, qui ne sait plus comment elle va vivre demain, qui ne sait plus comment elle va éduquer ses enfants, qui ne sait plus comment elle va pouvoir aller à l'école, aller faire ses courses, aller donner à manger aux enfants. Donc il y a la reconstitution finalement de la vie sur l'île
à faire parce que en 3 jours, et on voit bien à quel point tout cela est fragile, en 3 jours, tout s'est écroulé. Oui, c'est le chaos actuellement, vous le dites. Juste à l'instant, avant vous, il y avait donc Bernard Cohen-Haddad qui nous rappelait que seules 20 boutiques étaient ouvertes. Alors dans ces cas-là, les fake news, elles pullulent. Forcément, les fausses informations arrivent en masse sur les réseaux sociaux en Nouvelle-Calédonie. Quand il manque de tout, chacun veut croire aux bonnes nouvelles. Ce qui s'est passé avant-hier, une grande surface devait ouvrir à Sainte-Marie à Nouméa. Les Nouméens sont pressés en masse et finalement, rien du tout. Encore une fois, la douche froide. Comment faire pour lutter comme ça contre ces fausses communications ? Alors, il y a déjà eu une première mesure qui me semble salutaire, qui a été prise par le gouvernement, qui était d'interdire TikTok, puisque on connaît l'influence de ce réseau. On sait très bien que derrière, même si officiellement c'est l'Azerbaïdjan, se cache la main les mains d'ailleurs de 2 alliés, la Russie et la Chine, qui utilisent des moyens de déstabilisation qui sont pas uniquement des moyens financiers, mais qui sont naturellement des moyens de communication. Et les réseaux sociaux, par lesquels circulent de manière assez naturelle les fake news, sont le moyen le plus facile pour déstabiliser encore l'île. Donc il y a eu cette première phase de déstabilisation physique de l'île, et puis maintenant on va passer à une deuxième phase qui est une déstabilisation de la reprise en main, et le gouvernement doit impérativement là montrer sa fermeté, me semble-t-il. Bernard Cohen-Haddad. Oui, déstabiliser à travers de mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux, y compris les investisseurs, c'est extrêmement mauvais pour la vie économique, et c'est ce que veulent faire effectivement ceux qui veulent mettre ce pays à feu à sang pour des raisons géostratégiques. Les investisseurs aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie et en Océanie, ils ont besoin de confiance et de durée. Les investissements sont lourds, ils sont chers, et ils ne sont pas rentables immédiatement pour des raisons de pouvoir d'achat. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'un certain nombre de puissances qui n'aiment pas la France et qui mettent de l'huile sur le feu pour faire en sorte de jouer le discrédit sur un État local qui aujourd'hui essaie de redonner à cette partie de l'Océanie une autonomie économique, une ouverture aussi politique, ce qui n'est pas le cas de ces pays qui veulent aujourd'hui nous déstabiliser. Alors, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Emmanuel Voguet, par rapport à l'Azerbaïdjan, à qui on reproche d'avoir envoyé pas mal de messages de fake news sur Twitter et Facebook, notamment qui accusent les policiers de tuer des manifestants indépendantistes. Est-ce que la lutte doit se faire aussi sur le net avec des équipes chargées de répondre à ces fake news, voire même, pourquoi pas, des bots, vous savez, ces robots qui peuvent venir contrer. Qu'est-ce que vous, en tant que conseiller en communication, vous conseilleriez justement ? De se mettre au niveau technologique de ceux qui nous attaquent. Tout simplement. On a du retard ? On est très en retard. Il suffit d'ailleurs de lire, alors ça n'a rien à voir avec la Nouvelle-Calédonie, mais enfin tout ça se rejoint, le rapport du Sénat sur le trafic de drogue, pour comprendre que on est face à des gens qui veulent nous déstabiliser, qui, si je caricature, utilisent ChatGPT pendant que nous, on est au Minitel. Et donc, si on veut se mettre au bon niveau pour pouvoir combattre, il faut se mettre à niveau technologiquement. Et moi, j'ai le sentiment que, quels que soient les combats, les fronts qui s'ouvrent les uns après les autres cette semaine, auxquels on est confronté, on ne se met pas au bon niveau. Et donc, si on part déjà avec un retard technologique, on aura beaucoup de mal à rattraper la bataille. Dites-moi, Bernard Cohen-Haddad, l'analogie que nous a fait à l'instant Emmanuel Voguet sur d'un côté ChatGPT et puis de l'autre, nous qui serions encore à l'époque du Minitel, vous êtes d'accord ? Je pense qu'on est loin des hackers. Je vous rappelle que l'enjeu aujourd'hui, c'est la cybermalveillance. J'ai écrit un rapport en décembre dernier sur la cybersécurité et l'enjeu de citoyenneté. C'est un enjeu qu'on aura, je vous rappelle, en métropole, avec et au-delà, avec les Jeux Olympiques. 4,5 milliards d'attaques au JOP de Tokyo. C'est déjà le cas pour des élections nationales, un président de la République, pour des élections législatives ou des élections municipales en métropole. Imaginez dans un pays aujourd'hui où certains veulent faire en sorte de montrer qu'une minorité, il faut dire les choses, doit avoir plus de droits que la majorité de ceux qui y vivent, ce n'est pas acceptable. Et donc on voit bien que l'enjeu numérique, l'enjeu financier à travers des flux financiers qui ne sont pas toujours des flux honnêtes, c'est-à-dire des flux mafieux, est un vrai enjeu de société, un vrai enjeu de démocratie, un vrai enjeu aussi d'égalité républicaine. Alors justement, on va parler des européennes qui arrivent là à 3 semaines. Après l'attaque cette semaine d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure, la France replonge dans l'angoisse sécuritaire. Selon un sondage
Doxal Figaro, la sécurité grimpe à la 3e place des sujets qui vont jouer sur le vote des Français aux européennes. Si la sécurité est donc devant l'immigration ou l'emploi, le pouvoir d'achat et l'inflation arrivent en tête des préoccupations des Français. Ça veut dire quoi, selon vous, messieurs, que le portefeuille, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus important pour nos compatriotes ? Ça veut dire tout simplement qu'on peut être en Europe et avoir d'abord une pensée pour la place de la France en Europe et de la vie que l'on mène en France en Europe. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu. L'ensemble des candidats qui caracolent en tête ont compris, en tous les cas, ces prérogatives, ces priorités qui sont des priorités nationales en Europe. Et c'est important de le dire parce que tout simplement, on est citoyen français dans le cadre de l'Europe. Et la Covid-19, notre volonté d'autonomie énergétique et stratégique a montré qu'aujourd'hui, c'était ces 3 grands problèmes qui devaient être résolus pour faire en sorte que les Français aient une meilleure position de vivre, y compris qualité de liberté pour nos entreprises. Emmanuel Voguet ? Politiquement, c'est pour moi, en tous les cas, les sondages, on verra ce que l'élection nous donne le 9 juin, mais c'est la validation, et là je ne parle pas de sur le fond, on est d'accord ou pas d'accord, c'est pas le sujet, mais c'est la validation du pari qu'a fait Marine Le Pen dès l'élection présidentielle. Dès l'élection présidentielle, elle a fait le pari, quand elle était pressée par ses amis de tout mettre sur l'immigration, de faire le pari que l'inflation, le reste à vivre et le pouvoir d'achat des Français seraient les 3 données les plus importantes dans la vie politique du pays. Et donc elle continue sur cette lancée qui a été validée naturellement avec sa présence une nouvelle fois au second tour de l'élection présidentielle et avec l'avance quasiment irrattrapable à l'heure où on se parle de la liste que conduit M. Bardella aux européennes. Donc oui, les 3 éléments que vous venez de citer, le pouvoir d'achat, l'inflation, l'immigration, ce sont précisément les 3 marqueurs de Mme Le Pen depuis à peu près 3 ans. Et donc c'est la prime à la cohérence finalement. Et les autres lui courent après et on se rend compte qu'il y a la première division, puis la deuxième division et puis la troisième division dans cette élection. Première division, il n'y a qu'un seul. C'est un peu comme le championnat de France qui se termine ce soir. Il n'y a qu'un seul candidat. Deuxième division, il y a Madame Hayé et Monsieur Glucksmann. Et puis troisième division, il y a LFI et LR qui se battent pour les miettes. Et c'est quand même très ahurissant de voir qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, M. Glucksmann, la gauche, on va dire social-libérale, se félicite d'un score qui, souvenez-vous, avait empêché Michel Rocard, qui avait fait à peu près le même score que ce qu'on prédit aujourd'hui, de se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il avait atteint un chiffre qui était trop ridiculement bas pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Autre temps, autre mœurs. Alors à propos de chiffres qui par contre commencent à aller dans le bon sens, c'est pour Raphaël Glucksmann, vous en avez parlé à l'instant, lui qui revient, qui talonne à 1-2 points de Valérie Ayé, elle qui prend donc toujours la 2e place. Est-ce qu'elle peut se faire rattraper ? Est-ce que le tiercé de tête peut changer ? Tiercé, non. Le premier, encore une fois, ne peut pas changer. Les deux suivants, oui, parce qu'en fait, dans les sondages, je ne veux pas rentrer dans la technique des sondages, mais plus l'écart est grand et plus le sondage est fiable. Donc, les deux, le numéro 2 et le numéro 3 sont dans la marge d'erreur et on peut très bien avoir l'un ou l'autre au-dessus. Et c'est pas tellement que Glucksmann monte, c'est la conjonction de la montée de M. Glucksmann et de la baisse vertigineuse de Mme Hayé. C'est la conjonction des deux qui font qu'ils sont à touche-touche aujourd'hui. Et est-ce que la tête de liste de Renaissance peut se relancer à 3 semaines des européennes? Écoutez, moi je crois que, comme l'a bien dit Emmanuel Voguet, c'est que Jordan Bardella va caracoler en tête jusqu'à la fin. Et vous le savez, tous les sondages, toutes les analyses disent que 9 Français sur 10 ont déjà leur vote en tête et qu'ils voteront pour le candidat qu'ils ont en tête. Concernant Valérie Ayé, elle paie aujourd'hui une mise dans la campagne un peu tardive, une capacité aussi de report des déçus du macronisme de droite sur la partie sur Monsieur Bellamy, et puis une partie des macronistes de gauche qui vont aller chez, comment dirais-je, Raphaël Glucksmann, et bien entendu les FI plus responsables qui sont pas, excusez-moi de dire les choses qui fâchent, mais islamo-gauchistes, qui pensent que Monsieur Mélenchon est trop anti-Ukraine et trop pro-Hamas, et donc toute cette partie de la gauche responsable, c'est-à-dire anti-Alafi, qui va se réfugier chez Monsieur Glucksmann, parce que finalement, Raphaël Glucksmann, il fait des primaires à gauche. C'est ça aujourd'hui la réalité.
Donc là, il nous reste une petite minute à passer ensemble dans Europe 1 Soir Week-end. Moi, j'ai une dernière question qui revient souvent lors des élections, qu'elles soient européennes ou au niveau municipal ou même présidentiel. C'est toujours l'inconnu de l'abstention. A priori, on se dirige encore vers quelque chose de dramatique. L'abstention aux européennes est toujours une abstention record. C'est d'ailleurs ce qui fait que des petites listes font des scores magnifiques. Mais s'il nous reste si peu de temps, comme vous venez de le dire, moi je crois qu'il faut aussi rappeler aux auditeurs qui nous écoutent que on vote pour constituer une commission européenne. Et il ne faut pas se tromper avec ça, parce que il ne faut pas faire de la politique française aux européennes. On vote pour une commission européenne qui va décider de manière supranationale des règles européennes sur l'immigration, sur l'économie, sur peut-être demain le prélèvement d'un impôt. Et il ne faut pas se défouler aux européennes, parce que ça devient vraiment très dangereux. Le défouloir devient dangereux, me semble-t-il. Merci à tous les deux. Merci Emmanuel Voguet, directeur général de The Progressive Company, consultant en communication depuis plus de 20 ans, je le disais, auprès d'entreprises publiques et privées. Merci aussi à vous, Bernard Cohen-Haddad, président du Cercle de réflexion Étienne Marcel. Livre aussi L'avenir appartient aux PME, aux éditions du Node. Donc on peut retrouver si on est intéressé. Merci à nos deux débatteurs, Emmanuel Voguet et donc Bernard Cohen-Haddad. Très bonne soirée messieurs. Europe 1 Soir Week-end, 18h50. Julia Vignali, tout de suite, reçoit Ariel Dombal pour la sortie de son nouvel album Iconique. Bonjour Ariel Dombal. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Gaieté. Oui, Gaieté, votre nouvelle EP qui s'appelle Iconics sort le 24 mai prochain. 8 titres, 8 femmes à qui vous rendez hommage, et non des moindres. Marlène Dietrich, Shirley Bassey, Judy Garland, Barbie, Brigitte Bardot, Joséphine Baker, Peggy Lee et Simone de Beauvoir. La liste est très éclectique. Alors, il y a des reprises électro-iconiques comme Diamonds Are Forever ou J'ai deux amours, Somewhere Over the Rainbow ou encore Fever qu'on va écouter. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Qui a fait cette playlist ? C'est vous qui avez choisi tous les morceaux ? Ah oui. Vous savez, c'est un travail déjà depuis 5 ans. J'ai voulu rendre hommage en reprenant des titres de femmes, d'idoles à moi, des femmes qui m'ont façonné, des femmes modèles et de la grande humanité qu'elles représentent. Oui, c'est quoi des figures majeures qui vous fascine tant dans ces femmes ? C'est leur audace, leur liberté, c'est quoi exactement ? Voilà, elles ont chacune à leur manière brisé les codes, fait avancer la condition féminine. Chacune avec des styles très très différents, puisqu'on l'a vu, ça va de Bardot en passant à Beauvoir. Ariel Dombal, vous vous sentez plus proche de Simone de Beauvoir ou de Brigitte ? Ah, voilà, c'est-à-dire que les deux sont des modèles. Vous savez, à un moment donné, il y avait un jeu à la télévision, la tête et les jambes. Mais je crois que nous toutes, on a la tête et les jambes. Exactement. Et donc, voilà. Mais Brigitte Bardot était une figure tellement nouvelle, tellement libre, qui incarnait une insolence incroyable pour toutes les femmes. Moi, j'avais une question à vous poser. À quoi on reconnaît les femmes iconiques ? Qu'est-ce qui les caractérise, selon vous ? Comment on peut le devenir ? Eh bien, je crois que ce qui les caractérise, c'est qu'elles traversent le temps et elles restent fixées comme des étoiles qui continuent leur scintillement après leur mort. Voilà, je crois que toutes les actrices du monde aiment Marilyn Monroe parce que c'est non seulement la beauté, mais c'est la fragilité, c'est la difficulté d'être aussi. Elle était embarrassée par sa beauté. Et elle était une petite fille abandonnée, à moitié orpheline, ce qu'on sait moins. Et elle a réussi de faire de sa vie ce parcours éclatant. Bien que ça s'est terminé par un suicide, mais bon, il y a ce côté aussi, ces figures qui souvent sont dramatiques. Parce que Judy Garland, j'interprète Somewhere Over the Rainbow, qui est un peu le titre phare LGBT, The Rainbow, et j'adore la voix de Judy Garland et j'aime ce qu'elle a représenté, c'est-à-dire une enfant innocente et on l'écoute, c'est magnifique. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby.
Et est-ce que vous, Ariel Dombal, vous pensez que vous êtes vous-même iconique? Ou est-ce que vous aspirez à l'être? Non, ce n'est pas nous qui décidons ce que nous sommes. Les gens me le disent, et bon, ça me fait plaisir, mais maintenant, de toute façon, le mot iconique, je l'ai décidé il y a 4 ans, et puis maintenant j'ai vu que n'importe quelle crème, n'importe quel yaourt est iconique. Alors bon... Vous remarquez quand même qu'à chaque fois qu'on parle de vous, il y a quelque chose d'assez iconique justement qui se dégage. Vous êtes né iconique ou vous l'êtes devenu? Alors vous savez, j'ai dit une fois, je suis née sophistiquée, un bébé sophistiqué, et j'ai appris à être naturelle. C'est génial. C'était quoi? Ça ressemblait à quoi un bébé sophistiqué? Vous étiez déjà bien Alors peigné? déjà, non, un bébé sophistiqué, c'est que on a eu beaucoup de mal à me faire pleurer. Je riais. J'étais un bébé qui riait tout le temps. Vous voulez dire très poli, très bien éduqué. Très poli, qui riait, qui était sage. Après, je suis devenue beaucoup moins sage. Mais... Vous avez appris à pleurer, Ariel Dombal? Voilà, et j'ai appris à pleurer. Oh, ça, le monde vous apprend très vite à pleurer. Hein. Ça, c'est pas une chose tellement exceptionnelle. Alors dans cet album, dans cette EP, il y a également Barbie qui est présente avec le titre Barbie iconique. Oui. Qu'est-ce que vient faire une poupée parmi toutes ces femmes? Parce que vous dites que c'est la plus féminine et la plus féministe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi? Eh bien oui, alors là aussi j'ai écrit, enfin c'est Charlie Voudou qui est mon partenaire musical qui a écrit pour moi ce Barbie iconique. Et parce que je lui disais que pour moi cette poupée avait tellement compté. Parce que c'est la première poupée où je pouvais me projeter dans le futur. Et je me disais, les femmes peuvent tout faire, parce que tous les métiers, c'est la seule poupée qui a une panoplie aussi bien de médecins, d'avocates, de femmes au foyer, de princesses, d'astronautes, de patineuses, on peut devenir ce que l'on veut. Avec la poupée Barbie, elle a cristallisé le désir des petites filles parce que elle incarne cette force et cette liberté, cette indépendance. Et justement, vous avez eu peut-être plusieurs Barbies à votre actif. Est-ce qu'il y en a une qui vous faisait rêver plus particulièrement? Est-ce que c'était plutôt la Barbie hôtesse de l'air ou la Barbie vétérinaire? Eh bien, je dois avouer que c'était la Barbie petite sirène. Mais j'ai changé, parce qu'après, ça a été la patineuse artistique, mais ça n'a jamais été la Barbie femme d'affaires. D'accord. Mais Et pourquoi vous n'êtes pas vous-même une femme d'affaires? Non. Ça vous intéresse pas? Non. L'argent? Non. La réussite? Non. Non. Déjà petite? Déjà petite, non. Je suis vraiment quelqu'un qui a vécu, heureusement, dans les arts très jeune. Je baignais dans la musique chez moi, ce qui est déjà un grand atout. La musique, c'est quand même le royaume du secret. On ne sait pas pourquoi quelques notes vous donnent une telle émotion. C'est tellement mystérieux. Ça donne plus d'émotion qu'une femme d'affaires, quoi. Je trouve. Et puis, dans le titre Olympics, vous chantez aussi l'hymne des Jeux Olympiques. L'occasion pour vous de montrer que la grande histoire du sport a été aussi écrite par des femmes. C'est bien ça? C'était votre volonté? Absolument, absolument. Et vous savez qu'elles ont eu beaucoup de mal à faire du sport. Monsieur Coubertin, qui a donc fait ses premiers Jeux Olympiques, disait non, il ne faut pas prendre les femmes, ça va abîmer nos Jeux Olympiques. Et après, on leur a permis de faire un peu de golf et un peu de tennis, mais rien d'autre. Et maintenant, regardez toutes nos championnes, c'est génial. Eh bien, merci beaucoup Ariel Dombal pour cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Je rappelle la sortie le 24 mai de votre EP Iconics et c'est carrément fantastique. Merci à vous. C'était Julia Vignali. Europe 1 Soir Week-end touche à sa fin. Bientôt 18h58. Le temps pour moi de vous parler de la libre antenne d'Europe 1 qui a lieu 7 jours sur 7. Ça a donc lieu après le journal de 22h du lundi au jeudi. Les auditeurs d'Europe 1 retrouvent l'écoute bienveillante d'Olivier Delacroix et du vendredi au dimanche, donc ce week-end notamment, ils peuvent se confier à Valérie Darmon. Un moment d'échange en toute liberté, sans jugement ni tabou. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, partager votre expérience, laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21, appel non surtaxé donc pour passer un moment avec la libre antenne d'Europe 1 qui a lieu, je vous le rappelle, 7 jours sur 7. Europe 1 sur week-end, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Tout de suite le journal de 19h présenté par Théo Grévin, puis juste après Nicolas Caro pour La Voix est livre sur Europe 1. Bonne soirée.
Lorsque Greg